Bonjour et bienvenue à Deuxième Porte à gauche, le balado des gens qui savent en tout temps où se trouvent les toilettes. Mon nom est Camille Lemay et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va discuter avec Dom Emalas, qui est un musicien atteint de la maladie de Crohn. Dom, je vous le cacherai pas, c'est un ami à moi qui nous a reçus dans son studio de musique justement pour pouvoir enregistrer l'épisode d'aujourd'hui. On a jasé musique, inspiration, parcours aussi avec la maladie, l'influence que ça peut avoir dans sa carrière ou encore dans son quotidien. On parle un peu de vie familiale, d'énergie énormément et de petits trucs pour aider à gérer tout ça ou encore à se prioriser dans les temps les plus difficiles. Si nos voix sont particulièrement posées, c'est qu'on s'est rencontrés assez tôt un samedi matin, donc en espérant qu'on puisse vous guider dans un moment de détente, de repos ou peut-être sur la route, qui sait. Bonne écoute! Dominique, bonjour. Bonjour. Merci. Ça va, Camille? Ça Merci. va bien, toi? Ouais, ça va. Ouais. Écoute, merci. Aujourd'hui, on enregistre dans ton studio de musique. C'est ça. Ben, merci beaucoup de nous accueillir ici. Écoute, je le mentionne parce qu'on va parler de musique tantôt. Ouais. Parce que ça occupe une part très importante dans ta vie. Mhm. Puis avant toute chose, par contre, pour mettre en situation, toi et moi, on s'est connus via la clinique du IBD à l'hôpital général où on est suivi, l'IBD pour maladie inflammatoire de l'intestin. Là. On va utiliser l'abréviation IBD, je pense, dans cet épisode parce que c'est comme ça qu'on l'utilise au quotidien. Là. Donc, pour mettre les choses en situation, bon, il y a différentes activités qui sont organisées, puis on s'est rencontrés là-dedans, puis on a comme cliqué assez rapidement. Je pense qu'on a une vibe qui se complète bien. Veux-tu peut-être, juste pour expliquer aux gens qui ne se connaissent pas un peu, toi, tu as un parcours un peu différent du mien. C'est quoi ton parcours avec la maladie? Comment ça s'est présenté dans ta vie? Yes. Alors, moi, ça a commencé à... Je pense que j'avais 32 ans. Là, j'en ai 39, j'ai bientôt 40 ans. Puis, ma fille est née en novembre 2014. Puis à ce moment-là, beaucoup de choses se sont passées. Je m'étais marié. Ma fille est née. Tout ça dans la même année. Puis j'ai changé de parcours, de carrière. J'avais commencé un job dans les banques. Et j'ai toujours eu une double vie en tant que musicien, de jour et le soir. Soit j'étais en business school, soit après dans ma carrière, j'étais dans un travail. Puis quand j'ai commencé à la banque, j'avais dû mettre de côté la batterie. Je suis drummer avant tout, qui est quand même un instrument très... qui permet de se défouler, qui a toujours été dans mon quotidien depuis que j'ai 14 ans. J'ai arrêté pendant 9 mois, puis j'étais concentré sur le travail. Il y avait des formations à passer avec un nouveau bébé. Puis voilà, un an plus tard, j'ai eu Crohn's qui s'est manifesté. Puis il y a toute une histoire après, si tu veux rentrer en détail dans comment j'ai découvert que j'avais Crohn's. Ouais, c'était quoi, mettons, tes premières manifestations, toi? Parce qu'on a tous des manifestations différentes. Ouais. Là, c'est un peu étrange. Ben ça, dans l'été qui suivait, donc j'étais encore, je pense, dans ma première année quasiment bancaire, puis je voulais vraiment me démarquer. Je me donnais à fond, je me réveillais très très tôt le matin pour étudier, je dormais beaucoup moins. Je faisais toujours ça dans la vie de toute façon. Je respectais pas mon sommeil ou mon corps, je pense. Je me réveillais à 4h30 du matin avec une alarme, bien que j'étais épuisé. J'étudiais pendant 2 heures, 2-3 heures, les titres que je devais passer pour faire ce que je faisais dans mon job. Et c'est ça, je m'étais déjà bien démarqué. Et venu l'été, c'était autour du Vieux-Port, il y avait des food trucks. Et voilà, je descendais des fois me prendre un petit burrito. Voilà, j'ai jamais été trop difficile avec la bouffe. Mais à un moment donné, j'ai commencé à avoir des selles liquides, aka la diarrhée. Puis c'est drôle, tu sais, quand t'as ça, tu penses que t'as un food poisoning au début. Puis je crois que j'étais tellement dans mon entrain de I have to be the best. Je sais pas, je me suis tellement donné à fond pour me démarquer, être excellent et tout, que j'ai pas réalisé honnêtement que 2 semaines avaient passé, 3 semaines, 1, 2, 3 mois, et je guérissais juste pas de cette diarrhée, quoi.
C'était encore ton food poisoning ou ton Ouais. intoxication alimentaire se poursuivait, mais tu t'en rendais même plus compte. Là, ça devenait ton quotidien. Là. Ouais, et je pensais que, my God, what the hell did they put in that burrito, tu vois? Et que c'était un food truck qui m'avait empoisonné ou... Puis, un beau matin, je me suis réveillé tout palo, avec le ventre... mais vraiment, je sentais quelque chose de pas normal. Et vraiment des crampes et des couteaux dans le ventre. Puis, j'avais dit à ma conjointe que... You know, I really feel weird. Elle m'a dit, tu devrais aller quand même, tu sais, à petit hôpital du coin, comme un CLSC limite. Ok, je prends ma valise de travail et tout. Je suis comme, yeah, it's okay, they're gonna give me Tylenol. Tu sais, avant d'être vraiment malade dans la vie, tout est minimisé et rien de grave pour moi. Tu sais, donc, they're probably gonna give me Tylenol, it's gonna be fine et tout. Je suis allé à la petite CLSC du coin. On pensait que c'était peut-être une appendicite au début. They weren't sure. Et là, ils m'ont demandé d'aller au Montreal General. Puis, voilà, je suis allé au Montreal General, mais vraiment une douleur exécrable. Puis là, j'avais dit à ma job, je dois m'excuser, quoi, je peux pas rentrer. Puis là, de fil en aiguille, ils me font une échographie. Puis après, ils me gardent, morphine. And I never left. I mean, I was hospitalized. It was the first time. Pendant combien de temps, t'en souviens-tu? Je suis passé en anglais. C'est pas grave. Pendant combien de temps je suis resté à l'hôpital? Ouais. Une bonne semaine. OK, quand même. Puis après, ils m'ont fait un IRM. Puis ils m'ont isolé parce qu'ils ne savaient pas ce que j'avais. Donc j'avais une chambre d'hôpital seule. C'était assez VIP comme traitement parce qu'ils pensaient que j'avais un truc contagieux. Ouais, genre une C difficile ou quelque chose. Un truc vraiment... j'avais ma petite chambre. Puis là, il y a un bal masqué de départements. Tu sais, ils rentrent... ouais, on est tel département, on est gastro, on est ci, on est ça. Jusqu'à ce qu'après 2-3 jours... Je crois que j'avais dû boire le fameux lave-glace là pour aller faire les IRM et tout. La préparation, là, c'est pas du vrai lave-glace. Moi, je l'appelle comme ça. Pardon, oui, c'est pas du lave-glace, mais ça ressemble. C'est vraiment le même bidon en taille. C'est pas agréable. C'est pas très agréable. Non. Je préfère le dire parce que y a beaucoup de gens qui minimisent, mais c'est pas super agréable. Puis, ouais, bon, un beau jour, on m'a dit, vous avez Crohn's, hein? Oh, c'est quoi ça? Puis, on était sur Google, en train de regarder, puis... ouais, c'est comme ça que j'ai découvert qu'est-ce que j'avais, puis... Après, finalement, je crois que j'ai été je me rappelle plus, mais j'ai dû être en arrêt. Voilà, j'ai rencontré mon gastro-entérologue, commencé la prédnisone. Je me rappelle plus, mais j'ai été en arrêt quelques semaines, jusqu'à ce que je revienne. Et c'était mes premières expériences avec la maladie, quoi. Puis à ce moment-là, est-ce que tu connaissais déjà des gens dans ton entourage qui avaient un Crohn? C'était un truc qui t'était inconnu, là. Complètement inconnu. Ouais. Puis un des premiers trucs qu'on regardait sur Internet, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un dans le domaine de la musique qui a ça? Et puis on regardait des noms de guitaristes connus. Oui, c'est bon, tu pourras jouer encore. Il y a des musiciens qui l'ont. Puis je ne me rappelle plus de quelle band exactement, mais je crois qu'au début, même au début de la maladie, je minimisais beaucoup et je pensais que je réalisais pas à quel point ça m'affectait pas encore. J'avais pas accepté ce que j'avais. Puis j'ai dû être hospitalisé peut-être une autre fois. Et une fois d'après, je pense, c'était soit la chirurgie pour la résection de l'ilium, là où ils t'enlèvent un bout de l'intestin. Donc la troisième fois ou la quatrième fois. Et là, je crois que à ce moment-là, j'ai vraiment, vraiment, vraiment compris vraiment accepté ou compris la réalité de ce que je vivais, quoi. Oui, parce que tu as eu un début, là, je m'excuse du mauvais jeu de mots, mais tu as eu un début assez rock'n'roll, tu sais, dans ta maladie. Il y en a chez qui c'est plus progressif. Tu sais, moi, j'ai eu cette chance-là, entre guillemets, c'était plus progressif. Donc, ça n'a pas commencé par une hospitalisation, ça n'a pas commencé par une chirurgie. J'ai trouvé ça vraiment... Faut que je revienne sur quelque chose que tu as dit quand tu as dit « je me suis mis à chercher des musiciens ». Parce que, tu vois, moi aussi, ça a été ça au départ quand j'avais 20 ans, quand j'ai eu mon diagnostic. Puis je rêvais de faire de la télé comme journaliste. Ou peu importe, je voulais pas être devant les caméras. Là, on a discuté du fait que je suis pas trop fan d'être devant les caméras, mais tu sais, je voulais être recherchiste ou peu importe. Puis on dirait que tout de suite, la première chose qui m'est venue en tête, c'est « OK, là, j'ai cette maladie-là, qu'est-ce que je ne peux pas faire? »
Puis là, je m'étais fait une liste immense de ce que je pourrais pas faire comme carrière. Puis une des premières choses aussi, je m'étais dit, ah ben je pourrais pas, si je voulais être enseignante, ce qui est pas du tout un truc que je veux faire dans la vie, mais je pourrais pas. Mais on a discuté avec Juliette, qui, elle, a plutôt vu, OK, comment je peux m'en sortir? Puis c'est pour ça aussi qu'on fait cette balado-là. Je pense que c'est pour montrer qu'il y a toujours moyen de moyenner. Ouais. Puis c'est pas toujours facile. Tu sais, je pense que tout le monde qu'on reçoit aussi sur la balado est à des moments différents de leur vie, ont un crâne différent et tout ça, mais je trouve ça intéressant de montrer différents parcours. Fait que toi, justement, t'es allé voir... Puis tu sais, ce qui est cool aussi là-dedans, c'est que t'es allé voir si tu pouvais continuer la musique. T'étais pas allé voir si tu pouvais continuer une job de bureau, tu sais, l'autre partie de ta vie de Batman à deux facettes, là. C'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Chacun a des priorités ou des trucs différents, I guess. Oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est aussi de voir un peu c'est quoi les sources d'informations qui sont disponibles. Donc, tu t'es tourné vers Google. Ouais. Moi, je pense que je m'étais tournée sur pas grand-chose. J'ai été comme un peu en déni. Ben, pas en déni, mais dans une espèce de nuage d'incompréhension où c'est un flou les premiers temps, on dirait, tu sais. Surtout, je pense quand on est adulte, parce qu'on n'a pas, tu sais... On n'a pas de parents autour de nous qui sont là pour nous guider ou nous dire quoi faire. Moi, j'étais en coloc à l'époque, j'avais 20 ans. Mais ça a comme adonné que le plus gros choc, je pense, pour moi, c'est j'étais revenue à un party 2 jours après mon diagnostic chez moi. Puis j'avais un de mes meilleurs amis. J'avais dit, ouais, les gars, ben, j'ai la maladie de Crohn, voilà. C'est ça qui se passe avec moi depuis 1 an. Puis il m'a regardé, puis il m'a dit un truc tellement random. Là, je me souviens plus c'était quoi. Puis j'ai dit, ben voilà, de quoi tu me parles? Puis il dit, ben tu sais pas, j'ai fait mon travail de fin de cégep, genre sur la maladie de Crohn. Il se rappelait pas. Ben moi, je m'en rappelais pas du tout, mais tu sais, je veux dire, lui, on savait plus que moi déjà sur cette condition-là qu'il n'y avait pas. C'est ça qui m'a fascinée, tu sais. Puis je pense que dans les années qui ont suivi, j'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi qui avaient des proches qui avaient la maladie de Crohn et tout ça, qui en savaient plus que moi sur la maladie, puis qui allaient faire des recherches. J'ai une amie qui avait des alertes Google sur la recherche qui se faisait en maladie de Crohn, puis elle m'envoyait des liens, tu sais. Ouais, moi aussi, j'ai reçu plein d'articles de mes tantes et voici ce que tu devrais manger. Mais ça vient contradictoire aussi des fois. Ouais. C'est ça qui est pas évident. C'est de s'y retrouver un peu dans l'information qu'on n'a pas. Tout le monde a des visions différentes aussi, tu sais. Puis l'information évolue au fil du temps. Tu sais, tantôt on disait quel genre de job je peux pas faire. C'est comme le premier réflexe, mais un peu la même chose pour la bouffe, tu sais. Le premier réflexe, c'est comme, OK, qu'est-ce qu'il faut que j'évite de manger? Mais on dirait qu'on te dit pas qu'est-ce que tu dois ou peux manger. Ouais. Je sais pas comment toi, ta relation avec la bouffe était dans les périodes de crise. Ben, moi, les 2 trucs qui ont toujours été en tête de liste, en haut, si tu veux, c'était de pas fumer. OK. J'ai jamais vraiment été fumeur. On s'arrête. Ça va. Puis le stress. Mm-hmm. Puis le truc de la cigarette, il n'y a pas de problème. Mais le truc du stress, c'est un peu sournois comme concept parce que je vois ça un peu comme quelqu'un qui se noie et tu lui cries « te noie pas ouais. ne coule pas, tape des pieds donc c'est comme de te demander de pas stresser, c'est presque stressant quoi. It's kind of hard, enfin ça prend beaucoup de travail personnel et de volonté, je sais pas, tu sais, jusqu'à maintenant on me dit « Tom, tu devrais faire du yoga ». Mais j'en ai pas vraiment encore fait. Mais je sais c'est quoi les trucs qui me font du bien dans la vie. Puis des fois, je les fais juste pas. Pendant des mois et des années. Puis là, tout à coup, je vais les refaire et je me dis « Oh shit, il fallait que je le refasse. » Pourquoi j'ai arrêté? J'ai dit un gros mot. Pourquoi j'ai arrêté? Pour moi, c'est la natation, par exemple. OK. La natation, ça m'a toujours fait du bien, mais avec le train-train de la vie, avec des fois, après la chirurgie, je suis passé par des phases de fatigue incroyables. Je pouvais pas m'imaginer quoi, aller nager, où j'étais juste démotivé, tu vois. Ça prend une espèce de volonté encore plus je sais pas, encore plus assidue et plus forte to get the ball rolling, pour que cette boule de neige reprenne.
Puis après, c'est juste... Il y a des trucs que je ne maîtrise même pas encore, mais il y a des choses que je sens que je commence à maîtriser un peu. Comme de pas être quelqu'un qui en met trop dans son assiette, par exemple. Et j'étais toujours du genre à... Jusqu'à maintenant, enfin, ceux qui me connaissent bien, mes amis, ils vont me dire, tu fais plein de trucs, tu sais. Je remplis tout le temps mon emploi du temps. Comme hier, hier, j'ai eu un concert le soir, mais le matin, on était supposé aller faire une marche, une randonnée assez corsée, un peu loin de Montréal. Puis je me sentais pas super avant-hier, par exemple. Juste, je sentais que mes énergies étaient bof. Et je me suis dit, non, il vaut mieux que je... Tu sais, ça prenait de l'expérience et c'était contre-intuitif parce que j'avais vraiment envie d'aller faire une marche. Mais j'ai dit aux copains en question, écoute, je préfère ne pas y aller en fait parce que j'ai réalisé que j'ai le chaud et je me sens pas en forme. Et de dire non, enfin, je crois que je l'avais entendu dans votre autre podcast avec Juliette. La théorie des d'apprendre à dire cuillères. non, d'apprendre à dire non, ou non, c'était pas ça que vous aviez dit, mais apprendre à dire non, autant dans mon job du jour, quand je suis Bruce Wayne, je dis toujours je fais toujours l'analogie de Bruce Wayne de jour, Batman le soir. Même au boulot, à un moment donné, je faisais beaucoup plus que les heures prescrites, là, le 37h30, jusqu'à ce que je réalise que pourquoi j'en prends autant, quoi, t'sais. À un moment donné, il y a ce pourquoi on a un mandat. Puis dans la vie aussi, il y a un mandat, je pense, envers soi-même. Et il faut... Je crois que des fois, c'était pour compenser pour autre chose, un manquement en soi. Alors on fait beaucoup plus pour les autres. C'est ce que un manque de confiance, un manque d'amour-propre, un manque de whatever. Donc voilà, tu vois, donc hier, par exemple, d'avoir annulé cette marche, honnêtement, là, le concert qu'on a fait pendant 2h30, outdoors, festival style, il y avait des gens qui dansaient comme des malades et à la batterie. Surtout outdoors, tu te donnes vraiment à fond. Puis je suis pas de la forme physique que j'avais quand j'avais 20 ans. Mais you wouldn't tell. Mais par contre, pour livrer ce que je livre, je creuse en moi beaucoup plus, quoi. Donc, c'était très bien de juste... Voilà, maintenant, je suis quelqu'un qui prend des siestes, comme un petit... je vais pas dire comme un petit vieux, mais je trouve comme un petit vieux, que j'imaginais plus tard dans la vie, mettons. Je crois que j'ai skippé 20 ans en avant, mais c'est OK. Tu sais, je suis content de savoir que je suis fatigué. Ben là, je prends ma super sieste de 45 minutes, 1h et demie si je peux. Puis à mon 7 pour continuer ma journée, quoi. Et là, je veux pas dévier de la question. C'est que tu sens que ton temps ne t'appartient plus autant et que ça devient une denrée rare. Le temps. Ça, c'est le truc qui m'a le plus frustré peut-être dans tout ça. C'est que je voulais pouvoir, moi, opérer de 6h du matin jusqu'à 1h du matin s'il le faut et dormir 5 heures, ce que je faisais avant. Me réveiller et power through comme une bête, quoi, dans ma journée, quoi. Tu vois? J'étais ce genre de... Je m'en fous si je dois prendre 3-4 cafés ou un Red Bull. C'était pas bien, justement, parce qu'il faut pouvoir s'écouter, mais... Ouais, j'allais dire justement que ce mode de vie-là est pas, je m'excuse, là... durable. Ben merci, j'allais dire sustainable, mais tu sais, c'est ça, c'est pas durable, puis c'est pas bien traiter ton corps non plus. Je réalise ça. Si tu veux si tu veux vivre longtemps et bien, développe une maladie chronique et apprends à vivre avec. Ouais, oui. Ça, c'est vraiment beau, c'est vrai. Enfin, parce que t'as pas le choix de t'adapter. C'est vrai, ouais. Ben, tu peux aussi le nier puis décider que toi, tu veux faire aucun changement dans ta vie puis vivre avec les conséquences. Je veux dire, par moment aussi, je l'ai fait. Par moment, on est un peu tanné d'être différent des autres ou d'être plus limité. Mais si tu veux vraiment écouter, prendre les conseils... Tu sais, tantôt, tu disais que c'était comme dire à quelqu'un qui stresse de pas stresser, c'est comme dire à une personne qui se noie de pas se noyer. Mais si tu lui dis, OK, bas des pieds comme ça, fais aller tes mains comme ça, je viens t'aider. T'es déjà là, tu lui as donné des outils pour qu'elle aille mieux. Exact. Non, mais il faut pas avoir honte de lever la main et de demander une bouée de temps en temps de sauvetage. Et c'est un truc que j'ai appris aussi, tu vois, où au début, c'est pour ça que ça m'a pris du temps. Tu sais, quand t'es nouveau dans le truc de Crohn's,
Ça arrive que tu es dans le couloir en train d'attendre ton rendez-vous, puis tu as des gens qui passent avec des surveys de... Mhm. C'est à l'insu même de tes gastro et de ton équipe, je pense. Ils veulent te sonder, puis il y a des questions. Moi, j'étais un peu du genre qui était super content, assez fier de checkmark no dans toutes les boîtes de est-ce que tu t'es déjà pété un os ou est-ce que tu as déjà eu ci et non, 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 non. Tu sais, moi, tout va bien, quoi. Puis il y avait une partie sur la santé mentale et feeling de, je sais pas, de sentiments de dépression ou des trucs comme ça. Puis au début, non. Mhm. J'avais un peu la même, pas arrogance, mais habitude, disons, d'être un petit peu infaillible ou intouchable ou un immortel ou Mhm. truc comme ça, tu vois, ou que tu as dans la jeunesse, c'est normal, je pense. Non, moi, prednisone, Humira, I'm fine, don't worry about it. C'est très, très comme ça, tu sais. Ouais. À un moment donné, au bout d'un certain temps, tu remarques quelque chose, puis il faut lever la main. Enfin, c'est un système aussi où personne ne peut t'aider si tu ne demandes pas de l'aide aussi. So, ouais. Pardon, I'm rambling, je sais plus où j'allais avec cette idée, mais... Ben non, mais t'as parlé de demander de l'aide. Puis tu sais, ce qui est bien aussi, c'est que souvent, on sait pas... Demander de l'aide, c'est bien, mais on sait pas vers quelles ressources se tourner. Ouais. Puis c'est pas toujours facile aussi d'identifier le genre d'aide qu'on veut. Mais tu sais, on parlait d'outils, par exemple, pour gérer le stress. Faut trouver des exutoires. Faut d'éviter aussi les émotions plus difficiles. Puis d'ailleurs, je veux recevoir une psychologue sur l'émission pour nous aider à donner des outils plus clairs. Mais toi, de ce que je comprends, un des éléments qui t'a aidé à un peu comme canaliser ton énergie, retrouver une vitalité que tu avais peut-être perdue, puis à gérer ton stress ou tes émotions difficiles, ça a été la musique. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr. C'est sûr et certain. J'ai repris le drum assez vite après. Après ton diagnostic. Ouais. Mais c'est parce que ça me manquait, honnêtement. Puis, j'avais pas planifié d'arrêter pour toujours. Est-ce que c'était... Je sais pas, en fait, exactement. La musique, elle fait partie de ma vie sociale aussi. Mhm. La plupart de mes amis et de mon entourage proche, pas tous, mais la plupart, c'est des musiciens. Et puis ça... Tu sais, de nos jours, tout le monde a son petit agenda dans son cellulaire. Pour moi, à part les obligations de la vie de tous les jours, les trucs familiaux, bien sûr, mon agenda, il est fait pour remplir de concerts et de sessions en studio. Puis je trouve l'activité la plus... je me sens chanceux, quoi, d'avoir ça dans la vie parce que, ouais, c'est quelque chose qui peut être fait jusqu'à ses plus vieux jours, je pense. Mhm. Euh, Puis ça répond à mes besoins de créativité, d'expression. Toujours aimé ça, l'idée d'être en train de trouver des compos, de composer des trucs, de participer dans des bands. Je sais pas, je me sens à l'aise là-dedans, tu vois. Et par contre, les moments où si j'ai perdu énormément d'énergie et tout, ça m'est déjà arrivé de sentir que je me traînais complètement à un gig ou à un concert. Et je le disais, heureusement, je suis entouré de les gens les plus proches qui savent vraiment ma condition. Et c'est mes meilleurs amis, c'est ceux qui sont en musique proche de moi, mais vraiment Ok. proches. Euh, Ils vont savoir que ça, c'est pas évident en ce moment. Puis j'ai déjà fait des concerts où je suis à half zombie, quoi. Un zombie à moitié à la batterie, tu vois. Et ouais, mais ça fait quand même plaisir. Et je sais pas, c'est dur à répondre quelque Mhm. part parce que ouais, il y a des moments où j'étais tellement fatigué où j'avais même pas le désir d'essayer même de composer ou de vraiment me donner plus que ça à fond, quoi. Puis je pense que, corrige-moi si je me trompe, le type de musique que tu fais aussi, t'aimes ça, conter des histoires. Ouais, C'est ouais. important pour toi que le texte puis que la musique viennent soulever quelque chose d'intéressant. C'est comme de conter quelque chose, d'avoir une émotion rattachée à ça. Ouais, en fait, principalement, mon premier instrument, c'est la batterie. Puis c'est sûr que quand t'es drummer,
tu es un accompagnateur de raconteur d'histoire. Mm. Et parfois, tu es un accompagnateur de gens qui racontent les histoires des autres personnes. C'est-à-dire, on joue des covers et c'est plus, comme on appelle dans le terme musical, un gig corpo. Tu sais, Ok. si je suis embauché, tu sais, je peux avoir une demande de « Hey, tu veux jouer à ce pub-là, Irish, souvent un pub irlandais, genre Mike Gibbons, tu sais. Mhm. Tu sais que tu vas jouer de la musique connue, tu sais, Ouais. CCR, you name it, tu sais, les trucs que les gens ont envie d'entendre en buvant leur bière. J'aime ça aussi, tu vois. Il y a plein de trucs. À la batterie, tu vois, tu peux jouer dans différents styles. Du reggae, de la bossa nova, du rock, New Orleans. C'est extrêmement... Ça, c'est une partie de mon côté que j'aime en musique. Hier, on jouait un gig de blues à Pointe-Claire. Et il y a un côté extrêmement amusant d'être à la batterie et qui défoule, mais c'est physique aussi, je veux dire. Je fais pas beaucoup de sport, mais knock on wood, touchons du bois, je me maintiens. Crohn, ça aide aussi à rester un peu mince, mais la batterie big time. Puis j'ai toujours été plus derrière porte fermée, un guitariste qui compose des chansons. Et là, j'ai un autre style complètement. Ça m'a fait vraiment plaisir que tu viennes à notre tout premier concert Secret Show, là, le concert secret. Ça, c'est le côté où je raconte mes histoires. Et là, je suis en train de préparer le lancement de mon premier album. J'ai l'impression que je fais ma publicité, tu sais. Vas-y, ça sert à ça. Et c'est là où c'est mes compositions. Où là, c'est totalement autre chose, tu vois, où tu chantes des trucs que toi, t'as écrits et beaucoup plus intime. Et mon style de composition, enfin, tu l'as vu et tu l'as entendu. C'est autre chose que ce que moi, je serais comme batteur, tu vois. Je deviens un autre genre de... Un peu un autre genre de... Ça vient chercher autre chose, quoi, tu vois. Je vais dire another animal, mais je savais pas comment dire en français. Une autre bête. Ouais, je pense que c'est une pas pire traduction. Mais oui, c'est que je pense que les deux se valent dans le sens où tu dis, tu sais, quand je fais des covers, c'est pas mes histoires, quoi que ce soit, mais c'est un peu comme quand on s'exprime en envoyant des extraits d'un livre qu'on a lu ou, tu sais, des extraits d'une chanson qui nous reconnaissent. On peut aussi s'exprimer à travers le reste. Ça peut être aussi très... comment qu'on dit dans le milieu, c'est des jobs alimentaires, là, où ça peut être plus comme mécanique de comme faire la musique pour faire la musique, mais t'as aussi une partie d'expressivité. Non, grave. Ouais, et un point que tu amènes qui me fait penser à... Tu sais, je suis déjà passé par des débats dans des relations, Mm-hmm. mais vraiment, où j'ai déjà été à un gig juste après un break-up, Mm-hmm. où, oublie, quoi. Tu sais, je sais pas comment chacun deal avec des séparations et des break-ups, mais où j'ai juste envie de rester au lit et de rester à rien foutre. Pardon. Foutre, c'est correct. Ah bon? À rien faire. Mais là, une fois que je suis assis derrière la batterie, à jouer, je vais pas dire n'importe quoi, mais je sais plus quoi le terme là. Littéraire, mais c'est défoulatoire au max. Ouais. Incroyable, quoi. C'est tellement une bénédiction, quoi, de jouer, surtout du drum. Parce que ça te permet littéralement de... Tu sais, pour certains, ce sera aller se taper un jogging ou aller frapper dans un sac de boxe ou aller... Mais il y a un truc, je crois que c'est hyper important que les gens aient une activité... Tu sais, moi, autre que c'est ma passion profonde, c'est aussi ce que c'est pour beaucoup de gens dans d'autres départements, I guess. Mais il y a un côté où vraiment ça permet de... Un ça fait du bien. Là. Ouais, grave. Ouais. Non, je te comprends. Moi, fut un temps où c'était le sport. Ouais, frapper des ballons de soccer, là. Ouf, ça fait du bien. Ouais. Ah, ça fait du bien. Ouais. Surtout quand t'es contre un mur, puis là, t'as le gros claquement instantané. C'est la même chose. Là. C'est tellement... Ouais. Je cherche un mot, il m'échappe, mais peut-être qu'il reviendra plus tard. Ben ouais. Non, mais puis tu vois, tu parlais de ça, puis je pense que, corrige-moi si je me trompe, l'album dont tu parles, qu'est-ce qui va être lancé plus tard cet été? Le 25 août. Le 25 août. Au Casa del Popolo.
Tu l'as écrit, il me semble, dans une période assez... où tu avais besoin, justement, de créer, là. Ouais, il a été... Les chansons qui sont sur cet album, c'est des chansons que certaines ont été faites à différentes périodes, en fait. OK. Mais ça raconte un peu toute mon histoire des 10 dernières années. Puis il y a 3 ans, j'ai commencé à l'enregistrer au début de la pandémie, de la COVID. Puis en l'enregistrant, c'était vraiment très intéressant. Puis ça parle de ça parle de pas mal de choses. Ça parle de... moi, je suis arrivé à 18 ans à Montréal. Puis ma famille est à l'étranger. J'ai un frère ici. Donc il y a quand même tout cet élément comme de quitter, tu sais, à 18 ans sa famille. Chose que j'ai eu la chance de pouvoir faire et que je voulais faire. Mais après coup, ça te rattrape. Puis tu commences à réfléchir à tout ça. C'est assez existentiel, tu vois. Il y a des chansons, bien sûr, qui parlent de relations, comme beaucoup de chansons, qui sont fueled par des relations, ou d'autres qui vont parler de une amitié qui t'a touché et qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y en a une qui va vraiment me faire penser à mon père, plus une qui va me faire penser plus à ma mère. Et il y a beaucoup de trucs qui sont pas explicites et c'est très intéressant en fait quand tu écris de la musique parce que il y a différentes méthodes et on pourrait faire un podcast juste sur ça, mais il y a certaines choses qui sont livrées d'une façon subconsciente et tu veux dire une série de mots qui marchent musicalement. Tu sais, c'est des mots qui doivent être musicaux et c'est pas grave s'il n'y a pas dans le Becherel la combinaison verbale la plus parfaite et que ça n'a pas un sens. C'est ça qui est magnifique, c'est personnel, puis c'est un peu comme, ça peut être sans être trop prétentieux, j'espère, comme un dessin où t'as pas à spell it out, t'as pas à tout expliquer, puis il y a une part de choses que les gens peuvent s'interpréter eux-mêmes, tu sais. C'est vrai, c'est d'être assez précis pour raconter l'histoire que tu veux raconter, puis assez large pour qu'un plus grand bassin de personnes puisse s'identifier. Ouais. Tu sais, si tu faisais une chanson directement sur tes péripéties de Crohn, d'hôpital, de journée, tu rejoindrais moins de gens, mais en même temps, tu peux avoir un thème un peu plus large qui va compter ça sans le compter directement, c'est ça? Quelque chose comme ça. Puis, tu sais, t'as toutes les influences de qu'est-ce que t'as écouté dans ta jeunesse qui, indirectement, vont ressortir. Ouais, les expériences de vie, ce que t'as écouté, et c'est comme si tu mets tout ça dans un gros entonnoir qui passe à l'intérieur de toi et puis ça ressort comme ça ressort des fois. Enfin, il y a des gens qui vont te dire ils ont un contrôle sur tout ce qu'ils vont faire en musique et ils l'ont en tête et ils entendent toutes les notes et tout. Dans mon cas, non, il faut que je sois en train de faire la chose. Je suis très en application comme personne quand il fait les choses. Je suis pas très dans la théorie ou dans la préparation. J'ai toujours été plutôt dans le genre à sauter dans le bain. Des fois trop. Je suis vraiment très comme, ok, on fait quelque chose, allons-y. OK. Je vais apprendre à nager. J'ai toujours eu cette espèce de... Je crois que c'est un couteau à double tranchant où j'ai toujours été confiant que je vais sauter et je sais que je vais réussir à planer quelque part ou à accrocher une branche au passage. Tu vas trouver une façon. Ouais, mais à un moment donné, j'ai dû me disloquer une épaule, on dit toujours dans la métaphore. OK. Ou après, je me suis dit, bon, peut-être que je vais prendre un parachute avant et apprendre à l'ouvrir, tu vois, juste avant de faire des trucs. By the way, je suis pas du tout casse-cou et les trucs comme ça, je suis pas du tout comme ça, mais je parle plus dans les décisions, des fois, je suis très impulsif. Ouais, on se rappelle que dans le questionnaire de la clinique, tu as indiqué « Je ne me suis pas cassé ». Ouais, c'est ça. Non, je suis pas trop... J'ai tellement de fun avec ce que je fais dans les trucs de musique. Et il y a d'autres trucs que j'aime bien où je sens que je ne vais pas dire que j'ai un contrôle, mais donc je sens pas que j'ai besoin de sauter d'un avion. Et je juge personne. Enfin, chacun a ses trucs, quoi. Mais moi, je sens que j'ai pas besoin de faire du bungee jumping pour sentir que je suis vivant, quoi. Mm-hmm. Je préfère aller faire un ride en vélo ou aller faire une super course de karting avec mes amis.
ou aller faire un méga concert. Et ça, c'est les trucs qui me font vraiment triper. Ouais, ben c'est drôle parce que c'est un peu comme si tu faisais de la musicothérapie active. Oui. C'est ça, parce qu'il Ouais. y a comme deux types de ce que j'ai compris. J'ai déjà parlé avec un musicothérapeute par le passé, puis il me disait que tu as de la musicothérapie active où là, vraiment tu pratiques d'un instrument, puis que ça vient libérer... ça vient souvent sortir une émotion un peu comme un exutoire ou encore libérer des émotions que tu savais pas que tu avais, puis tu as de la musicothérapie passive. Moi, je joue pas d'instrument en ce moment. J'en ai joué par le passé, mais j'avais pas cette relation-là que tu as avec la musique. Moi, c'était pas une passion, c'était pas quelque chose qui me nourrissait, c'était plus un devoir de mathématiques, genre. Puis, mais je fais beaucoup de musicothérapie passive. Donc, écouter la musique en fonction de comment je me sens ou comment je veux me sentir. Tu sais, là, on enregistre le matin. Avant de m'en venir, j'ai écouté une petite playlist joyeuse pour me réveiller. C'est probablement la seule fois de ma vie où j'écoute la musique joyeuse. Ah ouais. Ouais, je suis assez... j'ai des choix assez mollo, mais je réalise justement que par le passé, moi, ça m'a aidé en période de... Tantôt, tu as mentionné le mot en P, la fameuse prednisone. J'ai vu tes yeux s'agrandir. Ouais. Mais en période de prednisone, je sais pas si c'était ça, mais tu sais, moi, j'avais des espèces de moments, là, des grosses poussées d'adrénaline, un pouls à 120, même si j'étais assis à mon bureau. Puis il faut comme trouver il fallait que je trouve pour moi une façon de me recentrer, de me calmer. Puis la musique a énormément aidé. Tu vois, j'avais des playlists où j'écoutais genre du Iron and Wine, qui est un truc hyper mollo, doux, avec une voix un peu, tu sais, comme chaleureuse, de la musique très, très calme. Puis souvent, j'arrivais le soir, puis tu sais, je m'endormais en 30 secondes, puis ça m'a pris du temps de réaliser que, ah ben, c'est parce que j'écoute des ballades à longueur de journée ou comme tranquillement, je m'en vais vers le sommeil. Ouais. Je sais pas si toi aussi, tu trouves que la musique que t'écoutes a un impact sur comment tu réussis à comme comment vis-tu ta prednisone? Je vais commencer par ça. Ouais. Mais au début, je sentais que j'étais assez à 1000 à l'heure et je n'étais pas familier avec le moi sur prednisone, mettons. Mm-hmm. Je me rappelle, j'étais revenu au boulot et puis j'avais dit à ma boss, je suis sur un médicament ou j'essaie d'être transparent avec mes patrons en général. Puis je me sens un peu comme out of my mind Ouais. au début c'était bizarre. Je sentais que ça enlève des filtres, ça te rend beaucoup plus bavard, beaucoup plus extraverti, d'une façon qui peut être bizarre pour les gens qui comprennent pas ce que tu as exactement. Ouais, puis ça ajoute une impulsivité aussi, Ouais. moi, je trouvais. Ouais. Et non, ils te disent que ça peut te rendre beaucoup moins patient, beaucoup plus snappy et coléreux. Ouais. Puis, ouais, ça, je l'ai vécu aussi, malheureusement. Puis, les fois d'après, tu sais, parce que tu prends une dose, tu sais, t'es soit à 40, ce qui est haut quand même, ou 20, puis tu dégrades jusqu'à ton 5 et tout. Puis le problème, c'est qu'après, avec la fatigue, après l'opération surtout, c'est que après que tu prennes la prednisone, t'es comme, OK, là, je suis... Tu sais, c'est comme dans Mario. Je sais pas si t'as vu le nouveau film Super Mario Bros. Quand il prend le champignon, là. Tu sais que maintenant, OK, je suis sur 20 mg de prednisone. OK, yes, je sais que je vais avoir de l'énergie artificielle ou whatever. OK. Donc, je sais que là, je suis capable de faire un ménage printanier monumental. Jusqu'à 3 heures du matin. Pas à ce point, mais Okay. plus, parce que j'en avais tellement pas d'énergie, comme je te dis, à un moment donné, j'étais l'écran à 5% du sel qui clignote, mais là, au moins, je suis sur une charge à 35, tu vois. Donc là, tout à coup, avec le peu de temps que tu as en liberté de soi-même ou d'exister sans être tout le temps fatigué et pas bien, tu commences à essayer de compenser en faisant plein de trucs, quoi. Et c'est ça, donc pour retourner à la prednisone, là, en ce moment, je suis sur 15 mg. Mais maintenant, on dirait que le corps, il s'habitue aussi, puis t'apprends beaucoup mieux à être zen et à prendre du recul par rapport à ça, je pense. Le corps est intelligent aussi. Il y a de la mémoire. Il y a une sorte de... Tu sais, des fois, on parle de mémoire musculaire, mais il y a une mémoire
mentale ou Chimique, nerveuse ou pratiquement, là, un ouais. truc que tu te permets moins d'être... tu contrôles plus l'effet que ça a sur toi parce que tu le connais, l'effet. Donc, je sais pas si je dis n'importe quoi, mais mon expérience personnelle, c'est que tant que tu sais que tu n'en abuses pas et que tu suis quand même les recommandations de ton médecin, il faut pas être non plus mortifié par la prédnisone. Elle aide quand même. Ben c'est ça. Tu vois, Elle les aide. premières fois, Ouais. on a parlé avant d'enregistrer des différents groupes de discussion qui existent et tout ça, puis je m'étais mise, moi, à un moment donné, parce que j'étais sur la prédnisone sans arrêt pendant 5 ans, pendant un bloc, avec plusieurs hausses à 40, on descendait jusqu'à 10, c'est le plus bas que j'ai fait, puis après ça. Là, aujourd'hui, je suis sevrée depuis 1 an, là. Mais je me souviens que moi, quand je suis arrivée sur ce groupe-là d'entraide, tout le monde avait horreur de la prédnisone, puis c'était le mal du siècle, tu sais. Je peux comprendre pourquoi, tu sais, avec le temps, il y a des éléments qui m'énervaient, mais pour moi, c'était une drogue miracle. Chaque fois dans ma vie où on m'a prescrit la prédnisone, ça fait 12 ans là, maintenant que j'ai le Crohn, je me disais, OK, good, je vais avoir finalement de l'énergie pour faire... Tu sais, j'ai finalement pu ressentir autant la douleur. Puis après ça, bon, si tu le fais à court terme, c'est parfait. À long terme, c'est un peu différent, mais tu as mentionné quelque chose de vraiment intéressant. Tu dis, je sais pas si c'est moi qui m'habitue ou si l'effet, mon corps s'habitue ou peu importe. Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense que peut-être que le corps, justement, s'habitue à une dose, mais il y a aussi que, sans s'en rendre compte, on commence à voir un peu nos patterns de réaction qui sont plus explosifs. Puis là, avec la notion de, ouais, c'est la prédnisone qui fait ça, on peut le donner comme, on peut prendre un pas de recul. Puis un truc que j'ai appris à travailler, c'est la cohérence cardiaque. OK. Tu sais, où tu te mets à inspirer. Il y a même des applications où tu peux inspirer pendant 5-10 secondes, puis après tu expires, et puis tu fais ça, puis finalement juste ça peut aider avec la prédnisone. J'en profite pour le dire parce que au cas où ça peut aider quelqu'un. Et ça aide énormément, même pour s'endormir. Là, Ouais. Même sans prédnisone, j'ai commencé à faire ça il y a quelques mois. Ouais, cohérence. Tu sais, tu peux le faire n'importe où, puis t'as pas l'air weird. C'est pas comme des exercices où t'as l'air d'un fou furieux dans la rue. Ouais, c'est juste inspirer et expirer finalement. La Donc, base. des fois, on oublie ça. Puis, Mais oui. tu sais, tous les maîtres de kung-fu, de yoga, tu sais, même à la batterie, t'es pas supposé, au drum par exemple, t'es pas supposé retenir ton souffle parce que tu peux avoir des... Tu sais, toi, t'as fait du sport, tu sais, c'est là où quand tu cours ou de pas s'oxygéner bien, ça donne des courbatures après, tu peux te faire mal. Ouais. Donc, le fait de respirer simplement est ultra important, quoi. Ouais. Ouais. Ah non, tu vois, c'est super pratique. Puis je pense que c'est de se rappeler. Moi, dans mon cas, l'anecdote, c'est quand je prends la prédnisone, je dis à mes proches, bon, là, pas de tatou. Hein, parce que j'ai 2 tatouages. Un que j'aime beaucoup, là, mais qui symbolise ma grand-mère et tout ça, que j'ai perdu. J'ai perdu mes 2 grand-mères dans 6 mois. Mais le premier, tu sais, moi, je me suis fait écrire demain sur les côtes quand j'avais genre 20 ans. C'est un peu stupide, là. C'est une longue histoire, mais j'étais sur une grosse dose de prédnisone pour la première fois de ma vie. Puis, tu sais, c'est genre du jour au lendemain, j'ai trouvé un tatoueur. La typo, j'ai choisi sur Word en 5 minutes avec une de mes collègues. Tu sais, puis là, après ça, maintenant, c'est ça la blague. C'est comme, OK, là, si je prends de la prédnisone, guys, pas de tatouage. Non, mais c'est vrai que ça peut rendre impulsif, quoi. Et puis, tu sais, je t'avais parlé de... tu sais, en tant que musicien, on a souvent comme beaucoup de gens qui collectionnent un tas de choses à la maison, nous, c'est très simple. Tu sais, en tant que batteur et guitariste, c'est déjà 2 instruments où il y en a à l'infini de trucs à acheter, à collectionner. Puis je crois que ça m'a déjà rendu impulsif au point où j'ai déjà vu un truc et j'ai décidé que je le voulais et j'étais prêt à conduire à 1h30 de route et aller le chercher, quoi. Truc de fou, quoi, comme ça. Ouais. Ben, c'est que c'est de l'adrénaline, en fait. C'est des stéroïdes, en soi. Ouais. Puis, c'est vraiment... je pense que... Bon, moi, je suis sevrée depuis 1 an. Puis, quand j'ai arrêté, je parlais avec Kelly, qui était mon infirmière pivot à la clinique. Puis, elle me dit, tu sais, comment ça se passe, le sevrage? Puis, je pense que 3-4 mois après, parce qu'au début, bon, t'as des effets secondaires un peu bizarres quand on a pris très longtemps de la prédnisone. Puis, je lui ai dit, ben là, j'ai un effet secondaire, mais il est tellement beau, faut que je t'en parle. Puis, elle était comme, OK. J'ai dit, ben, je conduisais pour aller en forêt, puis c'était l'automne. Puis quand tu me parlais, tu sais, que des fois, tu es à l'ordinateur ou je suis à l'ordinateur sur la prédnisone, puis qu'on a le cœur qui se fait aller, j'ai dit, je conduisais, c'était l'automne, j'avais de la musique vraiment belle, je pense que c'était comme Beyrouth qui jouait, quelque chose comme ça, puis
les feuilles se sont mis il y a eu un coup de vent, puis les feuilles se sont mis à tourbillonner devant ma voiture. Puis là, j'ai eu une grosse montée d'adrénaline, la pulsation cardiaque dans le tapis, puis je me suis mis à pleurer, puis je me suis dit, hey, c'est tout naturel. C'est comme c'est mon corps qui recommençait à produire ses propres... je sais pas quelle hormone est sécrétée, mais tu sais, c'est mon corps qui réagissait normalement, sans kick chimique. Puis c'est venu tellement beau. Puis tu sais, ça, je pense que j'en ai eu à 5-6 reprises pendant ces périodes-là. Puis je me suis dit, on dirait que... Oui, bon, j'ai eu tout ça, mais si j'avais pas vécu tous ces traitements-là puis ces rechutes-là, je pense pas que j'aurais vécu ce moment-là aussi intensément, tu sais. Il y a des trucs comme ça qu'on peut ressortir des bouts difficiles. Ben, c'est sûr que ça remet aussi en perspective la normalité. Et puis, encore une fois, c'est embêtant parce que on n'a pas envie de sonner comme si on était en train de juger quelqu'un qui n'a rien, qui va bien, tant mieux pour eux, tu sais. Mais ouais, il y a des choses qui sont prises pour acquis big time quand t'as pas aucun petit souci de santé. Et puis c'est la nature humaine. C'est vraiment dommage que ce soit comme ça. Puis il y a des fois des rares personnes qui n'ont rien, heureusement, mais qui ont réellement cette espèce de sagesse, cette bonté, cette empathie naturelle. Et que tu sens que certaines personnes l'ont, mais c'est beaucoup plus rare. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ben ça revient un peu à, tu sais, on a souvent plus d'empathie quand on a vécu une situation similaire parce qu'on peut se remémorer comment on était dans cette situation-là. Tu sais, on a toujours, je sais que personnellement, quand j'accompagne quelqu'un qui vit un moment difficile, pour moi, m'aider à mieux l'accompagner, il faut que je me le mette dans ma vie à moi, puis ça a l'air super égocentrique, puis à chaque fois que je le fais, je me sens mal, mais c'est... ça aide à remettre les choses en perspective parce que c'est un peu comme si je rencontre quelqu'un qui habite dans un pays, dans un autre continent où la réalité est complètement différente, ben, je vais pouvoir seulement saisir une partie de ce qui m'explique comme réalité. C'est un peu pareil, tu sais, c'est une personne qui n'a aucune maladie. Puis encore là, on dirait que plus j'avance en âge, puis je suis pas très vieille, là, j'ai 32 ans, là, mais plus j'avance en âge, plus je réalise qu'il n'y a pas grand monde autour de moi qui ont rien. C'est vrai. Tu sais, je veux dire, oui, il y a les maladies physiques. Ça, c'est un running gag, là, que dans mon entourage, dans ma famille, on a tous quelque chose qui marche pas à un moment donné, là. Mais même dans mes amis, tu sais, je veux dire, mes amis de filles ont tous des enfants en bas âge, comme des enfants, ouais, c'est ça, des tout petits, là, des cocos. Puis, ben, il y en a beaucoup qui ont eu de la dépression postpartum, de l'anxiété dans le tapis postpartum. Ben, ça, c'est quelque chose en soi, tu sais. Puis... je sais pas pour toi, mais on dirait que d'avoir connu des limitations dans ma vie, ça m'aide dans les moments où je vais mieux, à mieux comprendre un peu la réalité des gens autour de moi qui vont pas bien parce que, tu sais, je sais c'est quoi être épuisé. Je sais pas c'est quoi être épuisé comme eux, mais je sais c'est quoi être épuisé. Bien sûr. Ouais, non, c'est sûr que... En fait, oui et non. Oui et non, en fait, j'y pense vraiment, mais pour essayer de donner une réponse très honnête... Quand je suis bien et énergisé, je pense que j'ai l'énergie et l'expérience, c'est vrai, de certaines, comme tu dis, moments difficiles qui me permettent peut-être d'épauler quelqu'un, mais peut-être parce qu'en ce moment, honnêtement, je suis pas au top en ce moment. OK. Je crois qu'on pense vraiment de la façon dans lequel on analyse la chose dans le moment présent. On va penser au passé et on va se projeter dans le futur dans le moment où on est. C'est vrai. Et que maintenant, dans l'état où je suis, disons que faire Superman et aller aider, chose que je faisais avant beaucoup plus avec des amis. Aujourd'hui, disons que j'aurais du mal à prétendre pouvoir faire ça parce que je dois mettre mon masque avant, tu sais, la fameuse truc de mettre ton masque d'oxygène en avion avant de le mettre sur les autres. Ouais. Et honnêtement, je n'aurais pas la prétention de pouvoir encaisser beaucoup de... Je ne vais pas dire encaisser, mais c'est égoïste, mais le réflexe, c'est malheureusement de se recentrer un peu plus sur soi. Puis on est tellement bombardé de tous les bords et de tous les côtés maintenant avec les cellulaires, avec un copain qui t'envoie ça, un membre de famille qui t'envoie ça, tu dois leur répondre parce que sinon c'est froid.
quelqu'un qui veut aller faire une marche, mais ensuite t'es KO. Tout est band autour, le travail. Juste à un moment donné, j'ai juste envie de mettre en airplane mode ou do not disturb, ou quand j'ai ma petite sieste du milieu de jour, Ouais. où je suis au point de m'endormir et quelqu'un essaie de m'appeler. I don't get it. Je réponds pas parce que j'ai juste besoin de... Ah oui, moi je mets tout sur Tu vois? silencieux, là. Mais puis t'amènes un bon point. Ouais. Présentement, t'es pas dans un bon moment. C'est Moyen, ouais. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que c'est... Je dis ça comme si je voulais aider tout le monde, puis j'étais une sauveuse, c'est pas ça le cas. Mais Non, t'amènes t'inquiète. quelque chose d'intéressant. Là, présentement, moi, je suis stable, puis ça me fait plaisir d'aider les gens qui en ont besoin. Mais il y a eu des périodes où, tu sais, j'ai une copine très proche de moi qui allait pas bien, Ouais. puis on s'était entendu là-dessus. J'ai dit, OK, je veux t'aider, mais je ne peux pas. J'ai pas les cuillères pour le faire. Je peux pas. Tu sais, Ouais. je peux le faire une journée, mais pas à long terme. Puis pour vrai, on s'était donné une espèce de réseau. Présentement, je peux pas t'aider, appelle tel autre ami. Ça a fonctionné. Puis après ça, quand j'ai été en forme, là, OK, comment ça va, là? Tu sais, c'est juste que ça a pris peut-être des mois avant que je sois assez en forme pour le faire. Mais c'est normal aussi, puis je pense que tu amènes le bon point de faut que tu mettes tes limites parce que ton masque d'oxygène sur toi, il est important. Faut que tu prennes soin de toi. C'est quoi l'énergie que tu as? C'est quoi l'espace mental aussi que tu as? Parce qu'au-delà de l'énergie, il faut pas non plus se surcharger, tu sais. Mais ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure d'apprendre à dire non. Mais c'est pas pour dire non et être bête. C'est plus... Je trouve que c'est un signe de maturité et que je crois que c'est pire de dire oui et de pas honorer ses engagements que de dire non, I can't, je peux pas en ce moment, mais telle personne, c'est quelque chose que j'ai appris et je le fais mal encore, je trouve, mais je le fais mieux qu'avant, de dire non. C'est au travail, par exemple, la réponse, parce qu'au travail, tu sais, c'est très mal vu de dire non, right? Mhm. Mais il y a une façon de dire non, écoute, je suis à pleine capacité en ce moment. Moi, je veux m'assurer de ne pas empiéter sur la qualité, c'est vrai, des dossiers, des clients. Donc, s'il te plaît, réfère-toi à telle personne. Quand j'ai appris à faire ça, ça m'a enlevé tellement de... C'est pas pression, parce qu'avant, on dirait que le ballon ou l'élastique, je l'étendais avec confiance qu'il allait juste jamais péter. Et après, j'ai réalisé que non, en fait, j'ai des limites, puis ça prend de l'expérience. Certaines personnes ont plus de... Je sais pas ce qu'ils ont de plus, mais ils n'ont pas besoin de rentrer autant dans un mur pour avoir cette espèce de sagesse innée, built-in. Ils sont nés avec, on dirait. Mais donc, ouais, je trouve que c'est encore plus honorable, quoi. Tu sais, c'est pas mauvais de dire non à quelqu'un, parce que si tu lui dis oui, mais que t'étais pas capable de livrer, pour moi, c'est pire. Par exemple, j'ai déjà été poké. L'exemple parfait, c'est en musique. En musique, Knock on Wood, tu vois, c'est un grand compliment de se faire demander à jouer avec des gens et tout. Dom, on a telle session en studio, on va faire un album de blues. T'es en train de courir, en train de faire 10 choses à la fois. Tu déposes ta fille à l'école, dans le trafic, tu dois revenir à la maison le plus vite parce qu'il y a une réunion de job du matin, tu sais, Bruce Wayne. Ouais. Mais là, tu regardes ton agenda rapido pour répondre. Et tu vois que tu commences à regarder 2 mois, à scanner 2-3 mois à l'avance ta vie, et t'es comme, là, ça va être quelque chose de chaud, et tu commences à le savoir. Tu sais que ça a l'air de rien sur un agenda, parce que c'est des petites couleurs, et c'est rien. Tu te dis, oh, ça va. Mais non, là, j'ai appris à... Si je peux pas, je dis, écoute, sorry, je suis vraiment fully booked. Je suis débordé en ce moment, puis c'est vrai, tu sais. Personne n'a à juger. C'est ça le truc, c'est qu'on peut des fois imaginer que c'est pas parce que tu es libre que tu es nécessairement vraiment libre. Tu sais exactement avec ta condition. Voilà, tu vois qu'il vaut mieux pas mettre 3-4 jours remplis back à back de choses parce que tu vas finir par être épuisé. Puis après, pour te remettre de ça, ça va prendre 2-3 semaines. Donc il vaut mieux juste y aller avec sagesse. Puis c'est ça que je voulais dire, tu vois. Ouais. C'est pas tous les engagements non plus qui te demandent la même charge émotive, la même charge d'énergie aussi. Fait qu'il y a moyen, je pense, de... Tu sais, je sais, par exemple, qu'il y a des éléments qui vont me demander beaucoup plus d'énergie, même si c'est juste 1 heure, ou beaucoup plus de concentration, même si c'est juste 1 heure.
un truc aussi que j'aime bien faire, c'est que dans mon agenda, justement, dans le fameux petit agenda électronique, là, j'ai des couleurs différentes. Fait que si j'ai un élément que je sais pour moi, c'est comme beaucoup. Moi, tu vois, c'est les parties avec ben du monde. Là. Ouais. Ben, j'ai commencé à plus y aller. Ben, ça, c'est autre chose, là, parce que où j'y vais très rarement. C'est pas trop ma tasse de thé, même si dans ma jeunesse, c'était beaucoup ma tasse de thé. Mais j'ai des codes de couleurs différents pour les éléments que je sais que c'est comme avant ou après ça, je fais rien. Mais tu sais, si, mettons, pour moi, physiquement, présentement, aller prendre une marche, ça m'énergise plus qu'autre chose maintenant. Ouais. Fait que ça, je peux en avoir 2 éléments comme ça dans ma journée, il n'y a pas de problème. Mais des éléments qui vont être plus... qui me demandent plus d'attention, vraiment de concentration, d'une écoute active, ça, je sais que ça me demande plus. Ben après ça, je me mettrai pas 2, 3 trucs comme ça dans ma journée. Puis en effet, tu sais, c'est de ralentir. Puis je pense qu'il y a un des trucs que j'ai entendu récemment qui m'a vraiment marqué, qui s'applique peut-être plus dans la vie personnelle que dans le travail, mais que non, c'est une phrase complète. Ouais. T'as pas tout le temps à te justifier, tu sais, comme non, ça marchera pas. T'es pas obligé de dire non, ça marchera pas, écoute, je suis fatiguée, j'ai un plan avant, j'ai un plan après, je vais chercher ma fille. On dirait que plus on s'explique, plus il y a une faille facile où, tu sais, on cherche à se justifier. On n'a pas toujours à se justifier non plus. Ouais. Je le dis, je l'applique pas, mais non, c'est une phrase complète. T'sais. Puis je pense que tu amènes quelque chose d'intéressant, c'est que, c'est ça, il faut se préserver. Ouais. Puis il faut aller mieux si on veut pouvoir faire les trucs qui nous plaisent dans la vie aussi, puis qui t'apportent du bien. Il faut prioriser, finalement. Et voilà. On n'a pas le temps de tout faire. Ouais. Ben, je suis contente que tu aies priorisé qu'on discute ensemble ce matin. Ouais. Non, vraiment, c'était important, je pense, pour moi. Je trouve que c'est une bonne initiative, puis voilà. Ben écoute, je pense que je terminerai là-dessus. OK. On a comme glissé vers la conclusion. Ouais, parfait. Good. Ben merci beaucoup. Merci Camille. Bye. Salut. Voilà, c'est ce qui conclut cet épisode de Deuxième porte à gauche, le balado des gens qui savent en tout temps où se trouvent les toilettes. Mon nom est Camille Lemay. Merci d'avoir été avec nous pendant cette discussion aujourd'hui. Puis, si ça vous tente, je vous invite à le partager avec des gens de votre entourage à qui ça pourrait faire du bien. Si vous avez des questions, des commentaires ou encore des suggestions, vous pouvez m'écrire à l'adresse deuxièmeporte@gmail.com. Puis sinon, je vous invite à laisser des commentaires sous la publication ou sous l'épisode en question sur la plateforme de votre choix. À bientôt!